Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. La Chine, nouveau centre de gravité de l'industrie automobile. À Pékin, devenu le plus grand salon automobile du monde, les derniers modèles s'exposent. Une démonstration de force pour le Made in China en passe de conquérir le vieux continent. À la peine, les constructeurs européens multiplient les partenariats avec un objectif, capter le savoir-faire chinois, notamment dans l'électrique. Alors comment la Chine s'est-elle imposée au sommet de la planète auto? Comment l'Europe peut-elle encore résister au raz-de-marée? Eh bien, on en débat de toutes ces questions avec mes invités. Pierre Boulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes investisseur et ancien PDG de l'équipementier automobile Novares. Guillaume Calvar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de la branche française du constructeur chinois Geely Auto. Jean-Michel Pinto, bonjour. Vous êtes associé chez Roland Berger. Et Thierry Mayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po. En France, c'était la dernière usine d'assemblage automobile en activité en région parisienne. Le site historique de Stellantis à Poissy ne produira plus de voitures à partir de 2028. 700 emplois sont directement menacés. Ce jeudi, une partie des salariés était en grève. Le reportage de nos confrères de France 2. La menace planait depuis déjà des mois. Terminée, la fabrication de voitures sur le site Stellantis de Poissy dès la fin 2028. Au jour d'aujourd'hui, on nous a annoncé qu'on ne fera plus d'assemblage de voitures. Et c'est quand même une douche froide. Moi, ça fait 30 ans que j'ai passé ma vie ici à Poissy. J'ai connu Peugeot et même avant, ma première carte de service, c'était Talbot. Et du jour au lendemain, là, voilà, on annonce qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'activité. 100 millions d'euros d'investissement sont prévus pour transformer l'usine, qui fabriquera notamment des pièces détachées pour le groupe. Stellantis assure que sur les 1900 emplois que compte le site, 700 vont disparaître, principalement des départs à la retraite non remplacés. Les syndicats se montrent sceptiques. Quand on a demandé le détail de ces 1000 emplois, ils feraient quoi comme travail, comme métier? Le refus catégorique de la direction de détailler les 1000 emplois, où est-ce qu'ils vont aller. Stellantis dans la tourmente, comme d'autres constructeurs automobiles. Les usines de fabrication s'effacent de la carte au fil des années. Il en restera seulement 10 sur le territoire, après la transformation du site de Poissy. Stellantis assure que la marque n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, nous intégrons dans la décision le contexte de l'automobile européen, où le marché automobile a baissé de près de 20%, en passant de 18 millions de véhicules vendus en 2019 à près de 15 millions de véhicules vendus seulement en 2025. La filière traverse une crise sans précédent. Elle comptait 510 000 salariés il y a 20 ans, 336 000 en 2024, c'est 174 000 en moins. Un secteur en difficulté partout en Europe. Volkswagen va lui supprimer 50 000 postes en Allemagne. Tous subissent de plein fouet la concurrence chinoise. Les Chinois sont capables de proposer en Europe des véhicules qui sont 25% moins chers. Avec la transformation de l'usine de Poissy, Stellantis tourne une page de 90 ans d'histoire industrielle. Certains syndicats appellent à la grève. Alors on va revenir sur la concurrence chinoise, mais d'abord ce chiffre qui est assez frappant dans ce reportage, 174 000 emplois supprimés en 20 ans dans toute la filière automobile française. Ce mouvement, il ne date pas d'hier, Pierre Boulay. À qui la faute? Je pense que, je vais donner une opinion tout à fait personnelle. Je pense que c'est un alignement de planètes, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il a fallu un terreau, c'est-à-dire, je dirais, un mal-être dans les usines et des décisions qui ont été prises il y a assez longtemps sur la gestion. Donc ça veut dire qu'au niveau du terrain, les syndicats, qui soient patronaux ou salariés, ont eu une gestion du travail qui a été ce qu'elle était. C'est-à-dire Ensuite, c'est-à-dire que en France, on est un peu dans un mode féodal, alors que en Allemagne ou aux États-Unis, les syndicats vivent des adhérents, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais là, ce qu'on voit dans le sujet, c'est que les difficultés, elles sont aussi bien en France qu'en Allemagne. Oui, mais ça ne va pas être géré de la même façon. En Allemagne, les syndicats représentent les salariés, ils sont payés par les salariés. En France, non, c'est payé par l'État, c'est payé par nous, à travers nos impôts. Alors, ça, c'est pas le seul élément. Et c'est vrai pour les syndicats, patronaux ou salariés. Le deuxième élément, c'est la... Mais du coup, vous voulez dire que les syndicats ont été trop extrémistes, ont trop demandé pour... C'est-à-dire que les syndicats ne représentant
n'étant pas les représentants du personnel, mais ne devant pas rendre compte aux salariés, ils se sont occupés d'autres problèmes, et principalement de tenir leurs privilèges ou leur position. Mais ce n'est pas la seule raison. Non, ça c'en est qu'une, et il y en a 7 ou 8 qui se sont empilés. Ça, c'est le terreau qui a fait ça. Ensuite, le désamour de l'industrie, il date pas d'hier. Ensuite, on a le coût du travail qui est en France, qui s'est alourdi. Donc on a un modèle social que tout le monde nous envie, dit-on. On l'a financé à travers des charges sociales qui se sont augmentées. On vient de dépasser ce stade de l'intolérable, donc on commence avec de la dette. On finance maintenant notre modèle social avec de la dette. Puis si je regarde l'exemple récent, on le paye quand on met de l'essence dans la voiture. Il y a une partie de cet argent qui finance le tout de la Sécu, nous a-t-on dit. Donc c'est aussi un... Qui va financer des aides pour les consommateurs de carburant. Enfin, une partie oui, mais à la limite, c'est eux qui ont payé, on leur rend ce qui serait normal. Et dans d'autres pays européens, c'est ce qui se passe. Quand vous dites le désamour de l'industrie, qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, dans l'industrie, il y a très longtemps, on avait dit ça ne sera pas en France fera du tourisme ou des services. Et si je prends un des exemples, il y a eu une réforme du baccalauréat il y a quelque temps, et donc les maths ne sont plus obligatoires. Bilan des courses, dans les filières techniques, moi je suis un ingénieur de formation, on a 30% de moins dans les filières technologiques au bac. Donc ça veut dire qu'on dit d'un côté il faut plus d'ingénieurs, de l'autre côté cette simple réformette de plus de maths au bac fait qu'il y a 30% de moins, et je ne parle pas de X% sur les femmes ingénieurs, puisque déjà c'était... Et donc tout ça s'empile, et puis après il y a l'Europe qui dit il va falloir aller... On va peut-être rester sur la question de l'industrie. Il y a peut-être eu aussi des mauvais choix faits par les constructeurs. Alors les constructeurs, leur responsabilité, ça a été le Dieselgate, parce qu'il y a quand même, si on remonte dans l'histoire, les constructeurs ont perdu la voix au chapitre avec le Dieselgate. Donc les politiques ont eu facilement beau jeu de leur dire vous allez faire ça et rien d'autre. Ils ont imposé une solution technique qu'ils n'auraient jamais dû faire, sauf que les constructeurs n'ont rien pu dire. Peut-être expliquer quand même ce que c'est que le Dieselgate. Alors le Dieselgate, c'était, ça doit dater des années 2017-2018, où tout le monde a découvert que les consommations d'essence qui étaient affichées n'étaient pas réelles, ou elles étaient obtenues dans des conditions hyper particulières. Les constructeurs avaient triché. Alors, certains avaient triché, ça c'est le cas de l'Allemagne. En France, il n'a pas été démontré que le constructeur français avait triché. Ceci étant, les consommations étaient relevées dans des conditions hyper particulières, et c'était des bancs d'essai dans un circuit normalisé, et évidemment, aucun conducteur sur le terrain ne pouvait constater les mêmes consommations. Donc, mais le Dieselgate qui a démarré en Allemagne a été dévastateur sur la crédibilité du secteur. Et en quoi ça a pénalisé les ventes de voitures ? En fait, comme les constructeurs se sont retrouvés dans le coin du ring, les politiques leur ont dit écoutez, comme vous êtes des menteurs, on va vous imposer l'électrique, c'est la seule solution. Et donc, toute la vague, tout le reste des dominos se sont empilés, et jusqu'à la Commission européenne. Tiens, Meyer, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors, sur le Dieselgate, c'est sûr que ça a été important, ça a été un mouvement qui a un moment très spécial, où il y a eu beaucoup de fraude, en particulier Volkswagen, qui a dû signer un accord aussi aux États-Unis sur les émissions, et qui donc s'est sorti de ça en disant maintenant on va être très vertueux, on va faire l'électrique, ça a tombé très très bien parce que c'était aussi l'objectif de la Commission. Donc il y a eu ce moment qui a entraîné effectivement cette trajectoire vers l'électrique. Mais une trajectoire vers l'électrique qui est jusqu'à 2035, donc il laissait quand même le temps d'aller vers, en tout cas, le zéro émission. Parce que c'est jamais dit que ça va être le tout électrique, c'est le zéro émission. Donc ça, effectivement, ça a été un moment. Je ne suis pas complètement certain que ça explique la chute de la demande. Voilà. On est un continent qui vieillit. Les ventes, d'ailleurs, ce n'est plus que des personnes, entre guillemets, d'un âge mature sur les véhicules neufs, qui a assez peu de croissance. Et donc, c'est assez normal, entre guillemets, qu'on ait cette pente-là. Et par ailleurs, il y a eu une premiumisation de tout ce qui est vendu, à la fois électrique et autres, qui fait que les prix ont eu tendance à augmenter, à cause de certaines contraintes, mais aussi parce que
il en allait des profits et de la profitabilité d'un certain nombre d'acteurs. Et ce qui fait que les entreprises allaient plutôt bien en termes de profitabilité, en particulier après en rentabilité, mais que le consommateur, lui, est très sensible au prix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment sur toute la demande automobile. La sensibilité au prix est très forte. Donc ça, c'est une chose. Peut-être pour revenir à Poissy, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment historiquement vraiment intéressant. C'est que l'Île-de-France était le cœur du secteur automobile, de la production et de l'assemblage automobile pendant très 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 longtemps historiquement. D'abord parce que cette industrie s'est pratiquement inventée là, et donc a continué. Puis après, c'était là où était la demande solvable. C'est-à-dire que les gens qui avaient de la demande solvable pour acheter des automobiles, ils étaient dans la région parisienne puisqu'ils étaient plus riches que les autres. Et puis après, ça a fait des citadines, etc. Et au fur et à mesure que cet endroit devenait trop riche pour accueillir, on voit les images à l'écran, des surfaces tellement importantes avec une terre qui coûte aussi cher, et ben au fur et à mesure, les entreprises ont réduit, ont été contraintes, et donc ont choisi d'aller dans d'autres endroits. Et c'est un secteur. Il y a peut-être aussi une question de coût du travail, comme disait Pierre Boulet. La terre, le travail, tout est plus cher. Donc on va aller en Bretagne pour faire une usine là où le travail est un petit peu moins cher. On va aller en Europe de l'Est. D'abord en France, dans le nord de la France. Tout cet endroit-là, c'est des endroits où le chômage est élevé, où les exigences sont peut-être moins élevées et où il y a plus de flexibilité. Il y a une plus de compétences industrielles aussi. Et une histoire industrielle. Il y a des gens à réemployer. C'est ça, exactement. Et donc on recrée ce qu'on appelle souvent en économie un cluster, donc un pôle un petit peu comme ça spatial de compétences où il y a à la fois des assembleurs, des gens qui font des équipementiers, des filières de formation technique, des filières de gens, des ingénieurs. On recrée ça ailleurs. Et donc au fur et à mesure, Poissy c'était la dernière usine. Et quand on est isolé dans ce monde où il y a énormément, dans ce monde industriel où il y a énormément d'externalités positives à être ensemble, quand on se retrouve isolé, à un moment, c'est plus tenable. Ça parce marche qu'il n'y a plus de main-d'œuvre qualifiée, il n'y a plus de fabricants de machines, il n'y a plus d'équipementiers sur place. Et donc il vaut mieux aller avec les autres. Et malgré aussi la chasse au coût qui avait. Qui a été menée depuis des années par l'ancien président de Stellantis, Carlos Tavares. Malgré tout, ça n'a pas payé. Je pense que le facteur principal, et c'était dans votre reportage, c'est la baisse de 3 millions de véhicules de demande en Europe. Donc en fait, si vous avez 3 millions de véhicules en moins sur le marché, vous avez besoin de moins de capacité de production. Et l'industrie européenne dans son ensemble est surcapacitaire. Donc effectivement, le sujet est sur telle usine ou telle autre usine. Ce qui se passe, c'est que les constructeurs, ils favorisent des usines qui, en Europe, ont des coûts un peu plus faibles. Et donc on va finalement, les usines qui sont dans les grandes métropoles, et c'est pas le cas que en France, sont les usines les moins compétitives. Donc on va recentrer les volumes sur des régions européennes sur lesquelles la compétitivité est plus forte. On a mentionné le nord de la France où il y a quand même encore pas mal d'usines. Il y a l'est aussi de la France, et puis évidemment il y a l'Europe de l'Est où on a relocalisé des activités. Alors avec la fermeture de Poissy, sa transformation donc en centre de fabrication de pièces et de déconstruction de véhicules, on imagine que l'impact sur les fournisseurs, il est important, sur les sous-traitants. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Ceci étant, la fermeture de Poissy est connue depuis, je dirais, 8 ans ou 9 ans. Enfin, je veux dire, c'est très, très ancien. Aulnay n'était pas fermé, que la fermeture de Poissy était déjà décidée. Et la fermeture des autres usines est déjà dans le plan. Parce que, il y a une baisse de volume européen, mais c'est la poule et l'œuf. S'il y avait des voitures thermiques sur le marché, il y aurait eu moins de baisse. Comme il y a une pression sur le véhicule électrique... Pour vous, c'est la poule et l'œuf. Le nombre de gens qui attendent pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter ou qui attendent la prochaine subvention pour acheter, il y a un attentisme qui ralentit les ventes. Le parc national prend 6 mois tous les ans. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. Donc ces usines-là, elles vont graduellement se rétrécir, pour certaines fermer, et on aura des morceaux d'usines. Les équipementiers, pour une partie, sont déjà partis d'Europe, de toute façon, parce qu'il y avait une politique de certains constructeurs... Dont Stellantis, qui disait, si vous voulez me proposer une production en France, c'est même pas la peine de m'envoyer une offre, donc il faut l'envoyer d'ailleurs. Donc évidemment, les équipementiers se sont quelque part adaptés et sont allés à l'est, au sud, avant que les usines ferment. Mais tous les équipementiers ont
un plan de réduction. Alors, la réduction sur la production, il y a quand même le coût horaire qui reste un sujet, quand bien on fasse de la productivité. On ne va pas aborder tous les problèmes en même temps, mais le groupe, en tout cas Stellantis, il annonce ce vendredi concentrer ses investissements sur quelques marques phares, Peugeot, Fiat, Jeep, Ram. Jean-Michel Pinto, vous diriez qu'il était temps de réduire la voilure ? Je pense qu'il y a beaucoup de marques en Europe. Il y a une quantité qui est importante. Et notamment Stellantis, depuis la fusion. Et chaque marque a un coût. C'est-à-dire que chaque marque a un coût qui est associé à la communication que vous devez faire, à l'entretien du réseau, à la publicité. Vous devez avoir des publicités à la télé, etc. Et donc, si vous avez un panel de marques de plus de 5, 10, 15 marques, ça multiplie tous ces coûts. C'était 14 marques pour Stellantis. Donc, quand vous êtes au-delà de 10 marques, vous avez un besoin de rationalisation par rapport au coût marketing et au coût de gestion de ces différentes marques. Vous devez aussi décliner les modèles. Donc évidemment, il y a une base technique qui est commune entre les différents modèles d'un même groupe, que ce soit Volkswagen, Stellantis ou Renault, ou tous les autres d'ailleurs. Il y a des bases techniques qui sont communes, mais après vous devez adapter l'intérieur, vous devez adapter la carrosserie, et tout ça, c'est un coût. Donc en fait, moins vous avez de marques, plus vous réduisez finalement vos coûts, à la fois des coûts de développement, des coûts d'achat, et puis surtout des coûts marketing et de publicité. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Antonio Filosa, qui est le successeur de Carlos Tavares chez Stellantis, il va sûrement être tenté de réduire la voilure. Il va être contraint. Il va être contraint de réduire la voilure, fatalement. Et Fiat, Peugeot, etc., c'est les marques historiques, puis c'est celles qui se vendent. Donc les Alfa Romeo qu'il a voulu ressortir, c'est plus compliqué, ça c'est clair. Et donc, vous êtes d'accord ? Je pense que quand vous avez plusieurs marques qui sont sur le même segment, vous avez une cannibalisation entre les marques, ça vous apporte pas grand-chose. Donc en fait, il faut positionner un certain nombre de marques sur un certain nombre de segments. Et quand vous regardez les grands concurrents, ils ont tous une marque luxe, une marque premium, une marque mainstream, et puis après une marque low cost. Donc je pense que tous les groupes européens bougent vers ce modèle-là. C'est une logique économique assez claire. Alors beaucoup de marques, on a parlé du coût du travail, on a parlé des syndicats, on a parlé aussi peut-être de mauvais choix industriels. Thierry Meyer, est-ce que la guerre, plus récemment la guerre tarifaire de Donald Trump, est-ce qu'elle a fragilisé un peu plus les groupes européens ? Alors, pour l'Europe, c'est une histoire assez compliquée parce que, en fait, d'abord, la demande américaine pour ce qui est produit en Europe est relativement faible. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui est de marques européennes vendu aux États-Unis, c'est produit aux États-Unis. Donc, en particulier, les deux grands succès que sont l'usine de SUV de BMW et celle de Mercedes-Benz, en fait, c'est des gros exportateurs même. Donc, ils vendent sur place, tout sur place, et ils réexportent vers l'ensemble du monde. Donc, et c'est là la première voiture exportée, c'est des SUV de BMW. Donc, entre guillemets, ça fait pas très mal parce que on exportait de toute façon pas énormément. Alors évidemment, sur certains segments bien précis, oui. Donc sur les grosses berlines allemandes, qui elles sont toujours fabriquées en Allemagne, oui. Sur l'Angleterre, donc il y a eu Jaguar Land Rover qui eux étaient très spécialisés vers les États-Unis et qui ont essayé de négocier justement un meilleur deal. Mais dans l'ensemble, c'est pas quelque chose de très dommageable. Et par ailleurs, si on regarde là au niveau de la marque, BMW et Mercedes-Benz, quelque part, ils en bénéficient un peu. C'est-à-dire qu'ils ont moins de concurrence de l'extérieur, Toyota, de Nissan, de certains concurrents européens sur leur marché local américain. Et donc, en fait, c'est pas les voitures qui sont produites en France qui vont aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'est zéro. Ça c'est facile. Voilà, mais même l'Allemagne, c'est très peu. L'Allemagne, effectivement, a localisé une partie de ses usines. Les constructeurs allemands ont localisé une partie de leurs usines aux États-Unis pour les plus gros modèles qui sont. Voilà. Et dans les choix de Stellantis, par exemple, il y a ce côté un peu étonnant et qui explique bien la prise de position du gouvernement italien à l'occasion de ces problèmes-là. C'est qu'il y a une usine en Italie qui produit des Jeeps et qui est la seule, je crois que c'est Renegade et puis une autre, qui est réexportée massivement vers les États-Unis.
Donc là, il y a ce modèle-là précisément qui est un peu ce qui reste à produire en Italie, qui souffre beaucoup. Mais à l'échelle de la production européenne, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, dans ce contexte morose européen et sur fond de conflits au Moyen-Orient et de hausse des prix du carburant, un segment tire son épingle du jeu. On en a un petit peu parlé, ce sont les voitures électriques. Leurs ventes ont bondi en Europe de près d'un tiers au premier trimestre. Rien qu'en mars, plus de 240 000 véhicules électriques ont été immatriculés, soit plus de 20% des ventes de voitures neuves sur le mois. Largement méconnues en Europe il y a 3 ans, des marques comme BYD, Chery, Geely ou Leapmotor représentent déjà 14% des ventes selon Dataforce. La Chine s'impose comme le nouveau leader du marché. Regardez. Vente privée ce matin chez ce concessionnaire chinois à Montpellier. Et le vendeur sort ses arguments à un couple intéressé. Le coffre et le petit trait de génie de BYD, c'était d'avoir mis un grand... C'est le plus grand de la concurrence. Un coffre supplémentaire de 100 litres à l'avant, cela déstabilise un peu. Et du coup, l'accès... il n'y a pas de moteur. Énorme. Avant un potentiel achat, teste d'abord de l'habitacle. Très joli. Il y a 2 éléments qu'on ne fabrique pas, c'est les vitres et les pneus. Sinon, tout le reste est fabriqué par BYD. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des prix hyper placés. Un peu plus de 43 000 € pour cette berline haut de gamme électrique, environ 15% moins cher qu'une concurrente française. Même si on voulait acheter français, on n'a pas les équivalents. Sinon, il faudrait mettre des sommes astronomiques. L'industrie européenne est même en danger face aux rouleaux compresseurs chinois, selon un rapport officiel, avec pour une voiture équivalente un écart de coût de 30 à 40%. Le secret pour produire moins cher, c'est d'abord les salaires bien plus bas. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, des usines sans ouvriers ou presque, sans chauffage, sans lumière, se multiplient dans le pays. Dans ce site où nous nous étions rendus il y a quelques mois, 100 de personnes au travail seulement pour 900 robots. Voici l'écran de contrôle. On peut voir toutes les lignes de production. On a en ce moment 296 voitures en cours de fabrication. Une entreprise à 100% robotisée, pilotée par l'intelligence artificielle. Je crois que c'est l'avenir dans notre secteur. Pour produire, la Chine profite aussi d'une électricité beaucoup moins chère, grâce au charbon par exemple. D'une monnaie sous-évaluée qui permet de doper ses exportations et de subventions d'État à coût de milliards d'euros. Les constructeurs chinois, ils sont sous perfusion, sous aide financière de leur gouvernement pour exporter. Une donne inéquitable selon les Européens, qui ont mis en place des surtaxes pour freiner le mouvement. Mais la Chine a déjà trouvé la solution, construire directement en Europe, comme ici en Hongrie. Cette usine, tout juste sortie de terre en un temps record, pourrait bientôt fabriquer 300 000 véhicules par an. Alors pendant longtemps, Volkswagen, Toyota, BMW dominaient le marché chinois. Désormais, ce sont des firmes chinoises qui font la course en tête et s'attaquent au marché européen. Vous l'aviez vu venir ? C'est une bonne question. On a vu progresser très vite les Chinois, et notamment grâce à la technologie européenne. C'est-à-dire qu'il y a eu des JV qui ont été mises en place il y a quelques années. Alors des JV, ce sont des joint ventures, c'est des sociétés communes en français. Des sociétés communes, exactement, entre des acteurs chinois et des acteurs européens. Pour vous installer en Chine, vous aviez besoin d'avoir ces sociétés communes, et ces sociétés communes ont contribué à transférer les technologies européennes vers les constructeurs chinois. Par ailleurs, les constructeurs chinois, ils se sont positionnés avant les autres sur la technologie électrique, au lieu de se positionner sur la technologie thermique, qui est un peu la technologie historique de l'Europe. Et donc cette combinaison a fait qu'aujourd'hui, ils ont un niveau technologique, à la fois les technologies qu'ils ont récupérées à travers ces transferts de technologie et le développement de l'électrique et de l'électronique, d'ailleurs on en parle moins, a permis d'avoir des solutions techniques de très bonne qualité, et à la fois de très bonne qualité, à des coûts très très compétitifs. Ce qui est assez frappant d'ailleurs dans ce reportage, c'est qu'on voit que les Chinois ont une longueur d'avance sur des voitures électriques abordables, mais également, et de plus en plus, sur des modèles plus luxueux qui intègrent des technologies comme l'intelligence artificielle. Et c'est normal. Vous diriez qu'ils ont dépassé leur inspirateur européen ou occidentaux ? Il y a comme une chose, c'est que les constructeurs chinois qui font de l'électrique sont d'origine électrique. C'est-à-dire ce sont des gens qui faisaient des batteries et ils ont fait des voitures adaptées à l'électrique tout de suite.
En Europe, on a voulu électrifier les voitures, c'est-à-dire qu'à la base, c'était des châssis thermiques, etc. Mais on a voulu mettre des moteurs électriques. Et donc, si vous regardez BYD, Geely, etc., ce sont des fabricants de batteries. électriques. Et ils se sont diversifiés vers la voiture. Donc pour eux, à la base, c'était une diversification. Et ils ont fait des voitures électriques d'entrée. En Europe, on a pris le chemin un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment remarquable dans le succès des constructeurs chinois, c'est qu'effectivement, ça touche à l'électrique. Donc en fait, il y a eu 20 ans d'essais, ou même un peu plus, de dominer ou de reprendre un peu la main sur les voitures thermiques traditionnelles, qui sont avérées être un échec. La Chine est devenue le premier producteur mondial de voitures thermiques, mais il n'y en avait pas une seule qui sortait du pays. Tout ce qui se produisait en Chine restait en Chine. Donc ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas forcément à avoir un avantage comparatif sur les thermiques. Et avec l'électrique, ça s'est totalement transformé pour 2 raisons. Donc ça a été dit, c'est que le cœur de la valeur ajoutée, c'est la batterie plus l'électronique. Et ça, pour le coup, là-dessus, ils ont un avantage comparatif pour plein de raisons, dont certaines qui ne sont pas des très bonnes raisons, qui sont que c'est fait avec beaucoup plus d'émissions, beaucoup plus de pollution sur place qu'ici. Et la deuxième raison, ça a été très bien dit dans votre reportage, c'est qu'ils ont beaucoup robotisé, parce que c'est beaucoup plus facile de robotiser un véhicule électrique, l'assemblage, qu'un véhicule thermique. Il n'y a pas de problème de coût du travail, en tout cas moins important, ni de syndicat. Non, et puis c'était des usines neuves. Parce que ce qu'il faut aussi regarder, c'est que aujourd'hui, les constructeurs européens sont condamnés quelque part à utiliser les usines qu'ils avaient historiquement, qui ont 40, ils ont dit 80 ans. Alors que les Chinois ont fait des usines neuves tout de suite, ce qui fait qu'ils ont mis des robots d'entrée. Guillaume Calvar, vous êtes directeur marketing de la branche française du constructeur chinois Geely. Justement, vous lancez en France avec 2 nouveaux modèles qui sortiront la semaine prochaine. Tout à fait. Quelle est votre ambition sur le marché français? Si c'est possible, j'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué et dans le reportage et sur le plateau. Alors déjà, c'est vrai qu'on parle souvent des constructeurs chinois. Les constructeurs chinois, c'est un peu comme dire les constructeurs européens, et on mettrait tout le monde un peu dans le même panier. C'est ce qu'on fait un petit peu depuis le début. Voilà. Il y a constructeurs chinois et constructeurs chinois. Vous avez des acteurs industriels historiques, avec, on le disait sur le plateau, des affiliations plutôt dans l'électronique, la technologie de manière générale. Vous avez des startups chinoises qui ont une croissance en 5-10 ans. Et vous avez aussi des constructeurs chinois qui, eux-mêmes, se sont fait racheter en local. Donc, il y a des pure players automobiles. Vous avez des géants de la tech qui se sont mis à l'automobile, qui ont compris qu'un smartphone, finalement, à l'échelle 1, c'était une voiture électrique performante. Et puis, vous avez des startups innovantes. Et Geely, comment se positionne-t-il dans ce panorama? Et alors, Geely, on a démarré avec des frigos, vous voyez. Donc, on ne vient pas de l'automobile. Par contre, on est venu très vite à l'automobile. D'abord porté par notre croissance marché interne, et puis ensuite par le biais de collaborations, que ce soit avec Volvo, des synergies avec Renault ou encore Mercedes. Vous avez racheté Volvo? Tout à fait, il y a un peu plus de 10 ans. Et ça, par exemple, ça vous a servi de modèle? Alors, 2 choses. Dans quelle mesure? J'entendais tout à l'heure avec mes voisins, effectivement, il y a des transferts de technologie. Quand on est dans l'électronique et les batteries, là, la technologie, elle est locale, elle est en Chine. Se pose la question du transfert dans l'autre sens. Donc effectivement, dans le cas de Geely, on a collaboré parfois sous le biais d'acquisition, parfois pur partenariat avec des acteurs européens. On a appris, notamment sur la sécurité avec Volvo. D'ailleurs, on a inauguré en fin d'année dernière le plus grand centre de recherche et développement en matière de sécurité automobile en Chine, au sud de Shanghai. Et donc, ce centre-là est certes pour l'ensemble des marques du groupe Geely, mais également est ouvert pour d'autres marques automobiles dans le monde. Donc, on a appris sur certains aspects, mais on a beaucoup développé, notamment sur tout ce qui est technologie purement liée à l'électrique, moteur électrique, batterie électronique, infodivertissement, etc. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je pense que ce qui a été dit est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il faut réfléchir à comment on transfère dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a eu des transferts de technologie
qui ont été faits à l'occasion des JV. Des sociétés communes. Des sociétés communes, vous avez raison, avec les acteurs chinois en Chine. Maintenant, la réflexion qui est en cours, notamment avec l'Industrial Accelerator Act qui a été présenté par Stéphane Séjourné au niveau européen, c'est de se dire, quand les Chinois vont venir investir, quand ils vont venir installer des usines, il faut que dans ces usines, il y ait des partenaires européens et que ces partenaires européens puissent eux aussi acquérir des compétences sur les technologies clés qui sont les technologies des Chinois. Donc c'est la réflexion aujourd'hui. Alors elle commence, mais c'est la réflexion inverse qui est lancée en Europe. D'ailleurs, le groupe Stellantis, il est en discussion avec plusieurs industriels chinois pour céder ou partager plusieurs de ces usines en Europe. Est-ce que ces usines, elles vous intéressent? Alors déjà, Poissy ou une autre? Alors déjà, faisons avec ce qu'on a. C'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe Geely a, au travers notamment de Volvo, des outils de production basés en Europe. J'aime bien rappeler qu'au travers de nos différentes collaborations que j'évoquais juste avant, on est probablement le constructeur chinois le plus européanisé à ce stade. Et donc aujourd'hui, on a des usines qui ont besoin d'être remplies, c'était évoqué tout à l'heure. Donc nous, notamment avec l'appareil industriel actuel, comme Volvo, ce sera probablement nos axes de croissance d'abord. Et après, des choses peuvent être étudiées, bien sûr. On sait que la prochaine étape pour les constructeurs chinois, comme BYD, on l'a vu dans le reportage, c'est d'ouvrir des usines, là, une usine en Hongrie en particulier. Le groupe, alors je ne sais pas comment on prononce, Xpeng assemble des modèles en kit. Xipeng. Donc assemble lui des modèles en Autriche. Et vous? Alors moi, je ne suis pas porte-parole des constructeurs chinois. En tout cas, vous, Geely, j'entends. Voilà, dans le cas de Geely, à court terme, on a déjà développé, parce qu'on parle souvent de l'usine, mais en fait, on a des centres de recherche et développement en Europe. On a des centres de design en Europe. Donc, vous savez, la marque Lotus fait partie du groupe Geely. Et on a développé toute la mise au point de nos voitures avec ces centres de R&D là, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et donc, on a même développé des plateformes spécifiques en Chine pour le marché européen, pour pouvoir être au niveau de ce que attendent les consommateurs européens. Oui, le transfert dans l'autre sens va être compliqué. Bon, d'abord, comme le chinois de base est nationaliste, c'est très difficile d'apporter quelque chose. Ça, c'est la partie culturelle. Mais sur le plan de l'industrie, par exemple, si on regarde la Gigafactory qui est installée en France, les machines sont chinoises, les notices sont chinoises. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Celle qui est dans le nord, la ACC, oui. Les machines sont chinoises, les notices d'utilisation sont chinoises, et les opérateurs, ils sont chinois. Mm-hmm. Et donc, et l'usine qui est en Slovaquie chez un équipementier, les opérateurs sont chinois. Une grosse partie des opérateurs sont chinois. Et donc, quand on dit produire en Europe, avec de la main-d'œuvre chinoise. Il y a une partie, en tout cas au début, qui sera de la main-d'œuvre chinoise. Alors après, les législations locales, sociales, vont sûrement avoir leur mot à dire, puisque ce sont quand même des salariés qui seront dans le pays. Et ça sera à voir dans l'avenir. Mais aujourd'hui, les usines que l'on voit arriver, il y a beaucoup de Chinois. Il y a peu de main-d'œuvre locale. C'est vrai que quand on parle d'industrie et on se met à la place des personnes qui sont concernées sur les sujets de l'emploi, je pense que ça a été bien expliqué dans votre reportage. Il y a le futur de l'industrie. Et je pense qu'il y a un choix qu'il faut faire aujourd'hui en Europe, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'industrie. Parce que l'industrie, on l'a vu en tout cas chez Geely, on parle de dark factories tout simplement. Donc le terme anglais, c'est les usines plongées dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est de la robotisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc ça, on parle de robotique. C'est vrai que la Chine est très en avance sur les robots. Je crois que c'est 70% des robots sont fabriqués en Chine. Et donc, quand on transverse ça dans l'industrie, eh bien, on a aussi des gains de productivité. Donc, ce n'est pas qu'une question de coût de main-d'œuvre, c'est aussi une capacité à investir sur la tech dans l'industrie. Et donc ça, c'est avec une casse sociale. Mais ça, ce sera dans tous les domaines. L'IA, la robotique, la question n'est pas propre à l'automobile. Et donc, dans notre entreprise Geely, c'est vrai qu'on est très en avance là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas voir le robot comme l'ennemi du salarié. C'est une erreur conceptuelle qui est assez forte en France.
en particulier dans les pays où le coût du travail est élevé, il faut robotiser si vous voulez garder les usines. Hein. Donc les Japonais, historiquement, robotisent, les Coréens robotisent, et nous, on sous-robotise. Bon, on se fragilise encore plus. Et je pense que c'est important. On parle des usines qu'on ferme, on ne parle pas des usines dont on a réduit la capacité. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, et ce qui va se produire à Poissy d'ailleurs, c'est ce que certains constructeurs ont fait, hein, on les cite moins, mais par exemple, c'est ce qu'a fait Renault. Ils ont construit une grande usine dans laquelle ils font tous leurs véhicules électriques qui se trouvent dans le Nord. Et bien ça permet d'avoir une usine très moderne, avec des gros volumes, et dont les coûts de production sont plus faibles. Et donc c'est ça qu'il faut faire, il faut centraliser les volumes dans des usines plus grosses et plus robotisées, plus modernes pour réduire les coûts. C'est pas parce qu'on ne met pas des robots en France qu'on va garder des usines. Je pense que ça, c'est très dangereux d'aller dans cette direction, surtout aujourd'hui avec la concurrence internationale. Oui, donc ça, c'est assez clair que, enfin, rien dans la littérature, un peu de ce que les gens qui font de l'économie du travail, qui ont regardé les process industriels, nous disent que moins on robotise, plus on garde d'emplois. Parce qu'effectivement, il y a un tas d'effets contradictoires. On remplace des gens tout de suite, mais il faut bien des gens pour faire un peu l'opération de ces robots. Il faut des gens pour construire ces robots. Ce serait mieux si on arrivait à construire des robots et à concevoir des robots. On est une terre d'ingénieurs, donc on devrait pouvoir construire des robots. Et donc, clairement, c'est plus un problème de pas assez de robots, entre guillemets, que de trop de robots. C'est un problème d'âge des usines, comme ça a été dit. Donc c'est évident que c'est beaucoup plus facile dans un pays comme la Chine de laisser tout le monde faire ce qu'il veut, laisser un tas de gens faire des pertes, et puis à un moment on décide qu'il y en a la moitié qui ferme, et puis ça ferme tout d'un coup. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. En 2020, je crois que le gouvernement chinois avait donné 114 licences de construction automobile. 114. Et dans le modèle chinois, c'est pas un problème. C'est Darwin. Donc, c'est 2 ans plus tard, il en restait 40 ou 50. Et 2 ans encore plus tard, il en restait 20. Et ça va très bien. Ça, c'est pas un modèle qu'on fait en Europe. Il y en a toujours trop, d'ailleurs. Hein. Oui, il y en a toujours trop. Et peut-être d'où la raison pour laquelle ils s'intéressent au marché européen. Peut-être une remarque aussi là-dessus. Donc c'est vrai qu'on parle, je le disais, les constructeurs chinois. Aujourd'hui, quand on regarde le top 10 des constructeurs dans le monde, on a 2 qui le sont, y compris Geely, et ces 2 constructeurs-là sont des entreprises privées. Il y a d'autres constructeurs qui ont été soutenus publiquement, mais ce n'est pas forcément le cas des champions actuellement dans le top 10. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on parle beaucoup de la surcapacité en Europe, il y a une surcapacité en Chine aussi. Et cette surcapacité en Chine, elle a un impact. C'est-à-dire que les Chinois, d'une certaine manière, ont beaucoup progressé sur la technologie, ont des véhicules de très grande qualité, et il faut reconnaître ça, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi un phénomène qui est, comme le marché chinois ne permet pas d'absorber les volumes qui sont produits en Chine, il faut d'une manière ou d'une autre trouver un autre marché de substitution, et le grand marché de substitution, c'est l'Europe. Parce que les États-Unis ont fermé complètement leur marché aux véhicules chinois, et donc le marché européen est relativement ouvert. Donc c'est celui sur lequel l'effort est concentré par les constructeurs chinois. Il y a une question générale de grands déséquilibres commerciaux avec la Chine, et de manière générale de grands déséquilibres globaux. Donc l'automobile, c'est un des aspects de ces grands déséquilibres qui sont du ressort des relations entre les États et de la gestion de ces grands équilibres. C'est pas pour autant qu'on peut rien faire pour un secteur là. Donc typiquement reconnaître, comme ça a été dit, que les Chinois sont en avance sur un certain nombre de technologies et dire on va du coup apprendre. C'est un peu un renversement complet des rôles, parce que finalement on fait ce que les Chinois ont fait avec nous dans les années 2000. Et ce qui est très surprenant pour tout le monde, et ce qui est très désagréable, c'est la vitesse à laquelle ça va. C'est vrai que ça a été quelque chose de... Et il n'y avait pas aucune raison que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que la technologie était maîtrisée aussi par les Américains et les Européens au départ. Et les politiques publiques ont beaucoup favorisé l'essor de l'électrique en Chine. Je partage complètement ce qui est dit, mais j'irais un peu plus loin. On parle de l'automobile, mais ce n'est pas propre à l'auto. Dans le cas de Geely, aujourd'hui, on a des data centers, on investit énormément sur l'IA, on a notre propre production de puces électroniques, on a notre propre constellation de satellites. Donc la technologie, on parle du sujet automobile, mais
l'horizon vers lequel vous investissez largement la dans technologie. différents domaines technologiques. BYD a demandé à adhérer à l'association des constructeurs européens, ce qui implique de produire en Europe. Très rapidement, Guillaume Calvar, allez-vous en faire de même ? Alors là, Il est un peu trop tôt, vous allez me répondre. Les éléments de réponse, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas les éléments de réponse. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Pierre Boulet, investisseur, ancien PDG de l'équipementier automobile Novares, Guillaume Calvar, directeur marketing de Geely Auto, que maintenant tout le monde connaît, Jean-Michel Pinto, associé chez Roland Berger, et Thierry Mayer, professeur d'économie à Sciences Po. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.